Vie étudiante et associative. Politique et société. Culture. Plongée au cœur de l'actualité avec le sous-marin, la quasi quotidienne d'information de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le sous-marin sur Radio Campus Angers. On est à nouveau ensemble pour une semaine pour discuter de l'actualité locale. Alors, merci Thibaut, bonjour Benoît Delru et bonjour à Adam Fourage. Bonjour. Nous sommes donc à présent avec les créateurs de l'association angevine de journalistes indépendants Infoscope, née en 2019, dont Benoît Delru est le président. Donc Infoscope réunit 7 journalistes qui réalisent des enquêtes journalistiques sur différents supports et revendiquent une information engagée au service de, je cite, l'unité des travailleurs et de la paix entre les peuples. Nous vous retrouvons aujourd'hui en prévision de la projection ce jeudi à 20h au 122 de votre série documentaire « Nous sommes en guerre » sur l'action des travailleuses et travailleurs en première ligne face aux crises actuelles. Une projection qui sera suivie d'un temps d'échange avec vous, Benoît Delru, et votre coéquipier ici présent, Adam Fourage, sur la place des médias indépendants et alternatifs à Angers. Donc tout d'abord, j'aimerais vous demander pourquoi faire le choix d'un média indépendant ? Est-ce que ce sont vos expériences passées qui vous ont donné envie de monter votre propre média ? Alors, déjà bonjour à tout le monde. Je vais répondre à la question. Vas-y, Benoît. En réalité, on n'est pas très à l'aise. Moi, je suis pas très serein parce que c'est notre toute première radio. C'est notre toute première. c'est la toute première fois qu'on est invité dans un média et c'est toujours un peu impressionnant au début. Donc, d'abord, merci à Radio Campus Angers de nous accueillir ce soir. Infoscope, ça a germé en 2019. C'était la volonté d'avoir une information ancrée sur Angers, mais qui était aussi, on va dire, qui prenait le parti pris des conditions, des intérêts des classes populaires. Et donc, personnellement, moi, j'ai commencé dans la presse écrite. Adam a commencé en faisant des études d'histoire, donc on est plutôt presse écrite à la base, et on s'est lancé après dans l'audiovisuel pour toucher le public le plus large possible. Donc on a commencé par un film qui s'appelle Un pognon de dingue, qui démontre comment les grandes fortunes ont placé Macron à l'Élysée. Emmanuel Macron à l'Élysée a été placé notamment par des gens comme Bernard Arnault. C'est ce qu'on démontre par un travail en donnant la parole à des sociologues, à des économistes, à des élus, à des syndicalistes. Et puis, on a pris le contre-champ avec la série documentaire Nous sommes en guerre. Donc, on a repris des termes de Emmanuel Macron, mais cette fois pour prendre le contre-champ et donner à voir des acteurs du monde du travail, des travailleurs et notamment des travailleuses de la santé dans le Maine-et-Loire, comment elles et ils ont fait face à la crise du Covid. Donc ça a été tourné début 2021, il y a moins d'un an. Ensuite, on a suivi les sapeurs-pompiers et voilà, on a beaucoup charbonné pour en arriver là, mais voilà, on n'est pas à l'aise, enfin moi personnellement je suis pas à l'aise, mais ça va venir je pense au fur et à mesure de l'émission. Pour aller un peu dans le sens, c'était aussi un peu comme le disait mon confrère à ma droite, en fait on en avait aussi un peu marre des informations, du prêt-à-penser en fait, qu'on peut entendre à la télévision, à la radio, à la presse écrite et tout. Et par exemple, moi, comme disait Benoît, j'ai fini mes études d'histoire et j'étais un peu en colère, quoi, en fait, contre un système. Enfin, on est à Radio Campus, hein, on est écouté par des étudiants. Hein, voilà. Après les études, c'est pas facile de trouver un boulot. Hein, donc voilà. Et en fait, ce parti pris du média indépendant, il est né aussi d'une volonté de nous-mêmes produire en fait l'information, de se dire qu'en fait on n'était pas obligé d'avoir fait des grandes études à l'école supérieure de journalisme à Lille ou à des choses comme ça, et que c'était tout à chacun. On voulait un peu faire le parti pris du média indépendant. En plus avec le numérique, il y a vraiment des perspectives qui peuvent s'ancrer par rapport à ça. Donc quand Benoît a lancé le projet, moi je me suis dit il faut qu'on y aille, faut qu'on y aille. En plus à Angers, quoi, il y a rien, donc faut tenter le coup, quoi. Enfin si, il y a des radios, mais il n'y a pas de médias numériques, quoi. Pour compléter, parce que j'ai pas répondu à la question en réalité, j'ai juste... en réalité, j'ai travaillé 2 ans à l'Humanité,
en tant que journaliste stagiaire en contrat de professionnalisation. Et quand je suis venu sur Angers, j'ai vu qu'il y avait un espace libre. Il y a un espace libre. On s'est d'abord posé la question d'écrire un journal. Finalement, la topette est arrivée et c'est très bien qu'il soit arrivé d'ailleurs. Et nous, on s'est concentré sur l'audiovisuel avec ces documentaires qui sont donc disponibles numériquement et donc dont on va reparler bien sûr. Et par rapport à cette idée justement que vous dites que l'idée c'est que l'information, elle soit que des journalistes de tout niveau en fait puissent proposer cette information. Vous dites qu'il n'y a pas besoin de carte de presse pour vous rejoindre. Est-ce que n'importe qui peut vous proposer un sujet du coup ? Bien sûr. Vous voulez écrire un sujet sur notre blog ? On a un blog, Infoscope.live, et vous écrivez. On a une charte, hein, de toute façon. Tout est clair. D'ailleurs, vous avez vu sur notre charte l'unité des travailleurs, la paix dans le monde, etc., etc. Nous, tout ce qui correspond à cette charte qui permette de donner la parole aux travailleurs, aux gens qui s'engagent, aux bénévoles. En fait, on est au contraire très demandeur de ça, hein, parce que même si on est 2 et plus 5 du coup à faire les documentaires, le blog, on est aussi sur Twitch, on est aussi sur YouTube, tout ça demande évidemment l'investissement de chacun, et on est demandeur, on est en contact avec la topette, et puis j'espère que voilà, c'est la première fois qu'on se rencontre, enchanté, mais j'espère que on pourra continuer à travailler ensemble, carrément. Et quelles sont les actualités qui vous intéressent en priorité ? Ce qui nous intéresse en priorité, c'est la façon dont ceux qui vivent de leur travail, ou ceux qui sont privés d'emploi, ou ceux qui sont les futurs salariés de ce pays, comment la politique, l'économie, les traite, ou plutôt les maltraite. Et là-dessus, c'est vraiment l'angle qu'on a choisi, c'est-à-dire qu'on considère que faire du journalisme, c'est jamais totalement objectif. Les faits sont objectifs, il y a une réalité objective, une vérité. Par contre, le fait de choisir un thème, de choisir un terme, de choisir un sujet, de choisir un angle, ça a forcément un côté subjectif. Et nous, notre subjectivité, on veut l'assumer par honnêteté intellectuelle et journalistique. Et le parti pris, c'est que les intérêts de ceux qui vivent de leur travail, quelle que soit leur place précise dans la société, en opposition finalement à ceux qui vivent de leur capital, ceux qui vont pouvoir vivre d'une rente et ne pas avoir à mettre les mains dans le cambouis. Et on a d'ailleurs bien vu avec la crise sanitaire que c'est souvent les moins bien payés de ce pays et ceux qui mettent le plus les mains dans le cambouis qui permettent à la France de tenir encore debout. Et d'ailleurs oui, donc ce que tu évoques sur l'objectivité des faits, et c'est dans votre charte aussi, c'est de revendiquer le fait qu'il n'y a pas de neutralité journalistique. Moi bien sûr ça me parle aussi, et je trouve ça assez impressionnant, le fait que encore aujourd'hui, il y a encore toujours chez, je vais pas faire de statistiques que je n'ai pas, mais il y a encore cette idée reçue de cette neutralité justement, et d'avoir encore des gens sur n'importe quel article de Mediapart, on va avoir des commentaires de vous n'êtes pas objectif, c'est de l'info partiale. C'est quand même fou qu'on n'ait pas encore acquis cette différence, et que des journaux comme BFM ne sont pas non plus des parangons d'objectivité, quoi. Alors là, je te le fais pas dire, hein, parce que Christophe Barbier, des fois, je me demande où il la trouve, son objectivité, son neutralité journalistique. Bon, je dis Christophe Barbier, hein, ça pourrait être n'importe qui, Apolline de Malherbe ou David Pujadas, etc., etc. Mais justement, j'en revenais avec ce que je disais tout à l'heure, hein, mais c'est justement aussi en opposition un peu à, même si j'aime pas trop ce terme, à cette intelligentsia située à Paris, etc., qui traîne. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Les Nouveaux Chiens de Garde, hein, de Gilles Balbastre, qui traîne au Club Le Siècle, et qui représente en réalité les intérêts d'une infime partie de la population. Et en réalité, c'est un parti pris, et il en faut. On vit en démocratie, mais il faut aussi d'autres partis pris. On vit quand même dans un pays qui est riche de ses cultures, riche de sa diversité. Alors pourquoi dans les grandes antennes, pourquoi dans les grandes chaînes, on n'entend que la voix du libéralisme? Voilà, c'est vraiment pour ça qu'on a décidé de se battre. Après, on sait que c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais un jour, voilà.
Et Adam, vous dites travailler à ce que les projets d'Infoscope soient un moyen pour les travailleurs de s'approprier les connaissances scientifiques pour leur propre émancipation. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus ? Aujourd'hui, je pense malheureusement que les connaissances scientifiques, dans la recherche en particulier, elles sont enfermées par le milieu académique, on va dire, quoi. Dans les amphis, dans les labos de recherche, voilà, mais je veux dire, tout à chacun n'a pas le temps d'aller à une conférence de Monique Pinson-Charlot ou aller voir un séminaire sur, je sais pas moi, la fondation de l'État moderne au XVIIIe siècle, quoi. Je dis ça, enfin je dis n'importe quoi, mais voilà. Pourtant, moi je pense que personne, on pense à Infoscope, de toute façon, que tout le monde peut comprendre en fait ce genre de choses. C'est pas une question de capital culturel, c'est une question aussi d'accès à la connaissance, il faut le dire. Tout le monde a fait un peu d'école, tout le monde sait lire, tout le monde sait écrire, voilà. Quand on voit le succès des émissions historiques sur la 2, ou quand on voit le succès des podcasts scientifiques sur YouTube, Nota Bene, Y Penser, etc., on voit bien qu'il y a un véritable attrait de la population française par rapport à ça. Donc la connaissance scientifique pour le grand public, c'est un parti pris qui est un parti pris, je pense, honnête pour tout à chacun, quoi. Et du coup, c'est à travers vos articles que vous voulez essayer de transmettre un peu plus cette connaissance que vous récoltez dans des conférences ou ça... Les articles, les films. Alors en fait, on voit, nous on se dit journaliste indépendant, on se dit aussi journaliste scientifique. Nous, notre objectif, quand on va faire nos reportages, quand on va réaliser nos films, on fait une bibliographie, on fait des hypothèses. On balance pas ça parce qu'on a vu ça, voilà, et on s'est dit, oh tiens, ça va être intéressant, on va pouvoir le mettre à la télé. Voilà. Non, on essaye vraiment de réfléchir et de théoriser ce pourquoi on le fait, quoi. Tout ça a un sens, l'image elle a un sens par rapport à ça. C'est vraiment nos films, mais c'est effectivement ce qu'on essaye de mettre en place dans nos articles, sur notre blog. Quand on essaye de discuter tous les dimanches sur notre chaîne Twitch, on essaye de débattre avec des acteurs un peu donc de la vie sociale ou de la vie scientifique. Tout ça en fait participe en fait à l'élaboration d'un projet de recherche, quoi, en fait, voilà. Et jeudi prochain, ça sera donc vos 2 épisodes qui seront projetés sur votre série documentaire Nous sommes en guerre. Le premier a été tourné en 2021 en Anjou et il fait l'état des lieux du monde de la santé en regard de la pandémie. Il montre la dure réalité des conditions de travail. Comment est-ce que vous avez réalisé ce documentaire ? On a réalisé ce documentaire fort de notre expérience accumulée, puisque, comme je l'ai dit, on est autodidacte en audiovisuel, dans tout ce qui est tournage, montage. On a fait pas mal d'erreurs, donc on a progressé. Et ce qui nous a amené à faire ce documentaire, c'est tout simplement que entre le moment où on a tourné notre premier film, Un pognon de dingue, et le moment où il est sorti, il y a eu un séisme qui nous a fait entrer, propulser au XXIe siècle en grand, qui est la crise du Covid, la pandémie mondiale. Et on avait envie d'écrire et de filmer, de capter ce qui était en train de se passer. Et on a hésité à repartir en tournage en réalité, à un moment donné où on était encore en phase de montage de notre premier film, et on s'est dit qu'on allait finir le premier film qui se basait essentiellement sur 2017 pour traiter après dans une série documentaire de 2020, 2021, 2022. Et c'est exactement ce qu'on a fait, en commençant par le secteur de la santé qui nous semblait être le plus approprié, puisque c'était vraiment le secteur en toute première ligne face à cette épidémie et face au manque criant aussi de moyens dans le service public de la santé en particulier. Et on a donc interviewé une quinzaine de personnes, notamment des femmes, toutes travailleuses, et un certain nombre de travailleurs qui donc ont témoigné sur leurs conditions de travail, mais aussi sur la façon dont elles ont fait face à une hiérarchie qui était parfois
contradictoire entre selon les strates où il y avait cette hiérarchie, face à un manque de moyens, face à un manque de timing pour recevoir par exemple le matériel médical en temps et en heure au CHU. Donc c'est ce qui nous a lancé en fait sur cette idée de donner la parole à des travailleuses en particulier, mais aussi des travailleurs du monde de la santé, du monde médical, et au sens large du terme, puisqu'on a aussi interviewé Samuel Dutour, qui est sapeur-pompier à Angers, et qui a été le point de départ de notre 2e épisode. Ouais, j'ajoute aussi que, vous savez, il y a eu, je sais plus quand, en fin d'année dernière ou début d'année, un documentaire Hold Up, qui a fait parler de lui. Non, c'est pas du tout notre créneau, et au contraire, je pense que c'était aussi important pour nous de lancer le débat, en fait, puisqu'on voit bien que c'est un débat aujourd'hui qui est encore d'actualité, hein. Les marches le samedi le prouvent très bien, la question de la vaccination, etc., etc. Donc là où il y a débat, il y a Infoscope. Et est-ce que cette hiérarchie contradictoire dont vous parlez, c'est ça qui a causé cette perte de sens d'une partie des métiers du soin dont vous parlez dans la présentation de votre documentaire, et quels sont les témoignages qui vous ont mené à cette constatation? Quelles sont les personnes à qui vous avez... En fait, en réalité, il y a un peu deux mondes, encore une fois. Il y a ceux qui sont sur le terrain, les mains dans le cambouis, qui doivent travailler dans les maisons de retraite, avec des aînés qui ont beaucoup souffert de la crise sanitaire. Il y a des gens qui travaillent à l'hôpital, des gens qui ont travaillé à la pharmacie mutualiste de Cholet du groupe Vive, qui a fermé en pleine crise sanitaire. Et en haut de ça, tout en haut, il y a Monsieur Macron qui prend ses décisions presque seul en Conseil de défense sous la procédure de secret défense, donc. Et donc il y a une hiérarchie donc en strate qui sert de soupape finalement pour faire accepter à la base ce qui est décidé tout en haut. Et donc ça a été c'est toujours insidieux, c'est la tactique du salami, c'est-à-dire qu'ils vont pas, par exemple, la pharmacie mutualiste de Cholet, elle a pas fermé du jour au lendemain. Ils ont d'abord viré un certain nombre de salariés, ceux qui bossaient dans l'administratif, et après, ils ont petit à petit instillé l'idée qu'il y avait plus besoin d'une pharmacie mutualiste à Cholet, et puis ils sont allés jusqu'en août 2020 à la fermeture totale en laissant sur le carreau des dizaines de travailleurs, dont une chauffeur-livreur de médicaments et de dispositifs médicaux qui travaillait pour des personnes handicapées, des personnes âgées, qui étaient fiers de son métier, qui étaient fiers d'appartenir à ce groupe, et qui s'est retrouvée du jour au lendemain sans rien, et avec juste un sentiment de honte dont elle n'est absolument pas coupable. Et votre 2e épisode, il porte sur la course organisée ce mois de juin 2021 par les sapeurs-pompiers au départ d'Angers pour rejoindre Grazac, la ville d'origine de Lauriane. Donc Lauriane, c'est une sapeur-pompier en formation en Maine-et-Loire qui s'est suicidée en 2016 sur son lieu de travail. Cette course a pour première revendication la reconnaissance de suicide en tant qu'accident de service. Quel est l'enjeu de cette reconnaissance ? Alors, donc l'histoire de Lauriane, c'est pas uniquement l'histoire de Lauriane, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le suicide est un vrai fléau en fait dans les métiers de pompiers, hein. Ça fait partie des métiers qui subissent le plus en fait les affres du suicide, mais qui est évidemment très peu médiatisé, quoi. Et ça fait partie donc de ce genre de revendications que les sapeurs-pompiers eux-mêmes voulaient représenter. Donc Lauriane, elle est devenue, malgré elle, le symbole de quelque chose qui finalement l'a dépassé. Aujourd'hui, on parle de quoi ? Aujourd'hui, on parle d'une sapeur-pompier qui, en 2016, qui était en formation, qui avait 23 ans, 24 ans, notre âge, quoi, qui était de notre génération, qui a été pris à partie par 3 responsables, par 3 membres de la hiérarchie, et qui l'ont viré sans préalable, qui l'ont dit tu prends tes clics et tes claques, et en à peine quelques heures a décidé de commettre l'irréparable. Qui est responsable en réalité ? La réponse, elle semble logique quand on y réfléchit de loin. Alors pourquoi ? La hiérarchie, l'administration, a décidé de jouer la carte du déni, puisque c'était ça.
On n'a pas tout dit, mais ils ont la famille. Elle en a entendu des vertes et des pas mûres. Hein. Comme quoi, le suicide, c'est multifactoriel, vous comprenez, elle avait des problèmes, voilà. Puis c'est une femme dans un monde d'hommes, etc., etc., etc. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont un devoir de représenter les gens. Tout ça, c'est pas qu'une question de gros sous, c'est une question de reconnaissance du statut de travailleur, du statut de salarié, à quelqu'un à qui on l'a nié. Bah, pour nous, c'était important donc de suivre cette course. Et c'était important de suivre aussi une lutte qui s'est avérée être victorieuse. Ce qui n'est pas le cas régulièrement aujourd'hui. Enfin, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu de mouvements sociaux ou de mobilisations qui ont été... partir sur un point positif, une fin positive malgré tout, j'ai envie de dire, une note positive plutôt, si on était plus exact. Ça semblait important. Surtout pour quelque chose qui en réalité... ça concerne pas que Lauriane, ça concerne pas que les pompiers, hein. Ça concerne en fait tout à chacun. En fait, nous aujourd'hui, on est une génération sacrifiée. On va pas se mentir, quoi. On est une génération sacrifiée. C'est difficile. Quand on a quitté les études, c'est difficile. On galère, on trime, on travaille en intérim. Nous aussi, on est bénévoles. Hein. Moi, je bosse à côté. Hein. Je veux dire, Benoît aussi. On est tous là à bosser à côté. On fait pas forcément des métiers qui nous plaisent particulièrement. Bah voilà. Aujourd'hui, il faut aussi prendre la parole par rapport à ça. Merci beaucoup. On pourra donc vous retrouver au 122 ce jeudi à 20h pour vos 2 projections et un débat ensuite sur l'importance des médias indépendants à Angers. Merci. Avec la topette. Avec la topette, exactement. Et les Radio Campus Angers est invité aussi d'ailleurs. Voilà, on l'avait dit en refin. On va se retrouver quant à nous pour la fin de cette émission. Ça sera juste après le deuxième artiste qui passera ce mercredi. À la parenthèse, sur le campus de Belle-Bay, il s'agit de Joseph avec le titre Esprit Lent.